Salut internet, moi c'est YoViral, je suis un pote de Doc7 et aujourd'hui je suis à Monaco pour profiter de ma passion. Ouais, parce que Doc et moi on a une passion en commun. Et cette passion c'est le poker, parce que je suis joueur professionnel de poker et sur ma chaîne YouTube, je vous montre les meilleurs moments des plus gros tournois au monde. Et franchement, allez faire un tour, j'apprends des tonnes de trucs, c'est un ouf, Allez vous abonner. Je reparle de toi tout à l'heure mon yo, t'inquiète pas. Bon les amis, on sait que l'argent c'est loin de faire le bonheur. Mais bon, on sait tous que quand même, se baigner dans une piscine de billets, c'est proche du paradis. Ou pas. Du coup aujourd'hui on s'intéresse à des hommes et des femmes qui sont partis sans un sou et qui ont réussi à gagner des millions grâce à leur flair et leur travail. Histoire de vous montrer qu'on peut toujours se permettre de rêver. Allez, c'est parti. C'est l'une des femmes les plus riches au monde et surtout une des plus influentes aux États-Unis. Mais est-ce que tu savais qu'Oprah Winfrey est partie de rien du tout? L'histoire de sa vie est exceptionnelle, mais vraiment pas rose au début. Oprah, elle est née en 1954 et comme une grande majorité de la communauté noire à cette époque, elle est née dans la pauvreté. Sa mère était célibataire et encore adolescente quand elle l'a eu. Donc t'imagines bien qu'Oprah a dû apprendre à se démerder toute seule très vite dans les banlieues de Milwaukee où elle a grandi. Enfant, elle a été victime d'agressions et d'abus sexuels à de nombreuses reprises, et elle est même tombée enceinte à 14 ans après l'un d'entre eux. Après un accouchement trop précoce, le petit ne survivra pas. Et malgré toutes ces épreuves horribles, Oprah n'a rien lâché et a bossé d'arrache-pied pour atteindre son but, devenir animatrice radio. Elle décroche son premier poste dans une radio à ses 19 ans, et là, le conte de fées peut enfin commencer. Depuis ses débuts fin 72, Oprah n'a cessé de grimper les échelons à une vitesse monstrueuse, sous l'impulsion du Oprah Winfrey Show, un talk-show américain qu'elle présente et qui est juste le plus regardé aux États-Unis. Aujourd'hui, Oprah possède un patrimoine de 2,4 milliards de dollars, mais elle a jamais oublié d'où elle vient. C'est l'une des philanthropes les plus généreuses au monde, et une grande partie de sa fortune a été redirigée vers des projets humanitaires, notamment via son association caritative, The Oprah's Angel Network. L'histoire de Thaddeus Bellete pourrait en intéresser pas mal à Hollywood. Il y a de quoi faire un nouveau Slumdog Millionnaire, mais version éthiopienne. Ouais, parce que Bellete, il est né en Éthiopie, mais il devient réfugié politique dès ses 16 ans. En fait, en 74, le Derg, une junte militaire, prend le pouvoir. Et Thaddeus, il doit fuir en précipitation vers le Soudan. Autant te dire que déjà, elle était pas très riche, bah là, pour le coup, sa famille a tout perdu à ce moment-là. Pendant 2 ans, Thaddeus, il travaille dans une ferme soudanaise pour un salaire ridicule de 2 dollars par mois. À ce moment-là, même Bellete est à des années-lumière de s'imaginer qu'il reviendra dans son pays natal pour y construire un empire hôtelier d'une ampleur jamais vue en Éthiopie. Et pour ça, il lui fallut quand même un petit coup de pouce du destin. À 18 ans, grâce à une bourse financée par l'église catholique, il a l'opportunité de tenter sa chance aux États-Unis. À Chicago d'abord, et puis à Boston ensuite. Bon, je vous la fais courte, mais là-bas, à force de bien travailler, il finit par devenir à seulement 27 ans propriétaire d'un salon de coiffure et puis d'un spa. Il se marie, il fonde une famille, et alors qu'il aurait pu se contenter de cette situation confortable en Amérique du Nord, il décide de rentrer en Éthiopie, de jouer un coup de poker en y investissant toutes ses économies. Et ben ma foi, le coup de poker était plutôt gagnant. 15 ans plus tard, Thaddeus Bellete est aujourd'hui propriétaire de 6 hôtels de luxe et de dizaines de restaurants. À Addis Abeba, là, la capitale, il a même construit la première tour d'Éthiopie, dans laquelle se trouve le plus grand institut de beauté du pays. À 53 ans, Bellete, il vaut plusieurs centaines de millions d'euros et il compte pas s'arrêter là. Le mec vient par exemple d'acheter une île de 5 km² au large de Djibouti, pour la modique somme de 7 millions d'euros. Et c'est pas pour aller prendre des vacances, Non, il veut juste y construire le plus grand et le plus luxueux hôtel du continent. Les fans de football doivent connaître ce nom, Roman Abramovich. C'est le multimilliardaire qui possède le club de Chelsea, en première division vision anglaise, et qui a investi presque 1 milliard d'euros dans le club depuis juin 2003. Bon bah à la base, Roman il est devenu riche grâce à la finance, en spéculant sur des matières premières comme le pétrole. Mais enfant, rien ne laissait à penser que le petit Roman serait un jour aussi influent. Il est né en 66 à Saratov, en URSS, de parents ouvriers. Mais ses parents, Abramovich, il les a pas connus, puisque sa mère elle meurt 18 mois après sa naissance, et
et son père est victime d'un accident de chantier seulement 3 ans plus tard. Orphelin, Abramovich y transite entre ses 2 oncles, à Oukhta et Moscou, avant de rejoindre l'Institut du pétrole et du gaz de Moscou, qui est quand même un établissement un petit peu stylé. Mais bon, il y arrive parce que tout simplement, il bosse bien en cours. Sauf que Roman, il va même pas attendre de terminer ses études pour se lancer dans les affaires en 89, en investissant toutes ses économies. Il s'élève à la maigre somme de 3000 roubles, soit même pas 200 balles. À l'époque, ses oncles, ils le prennent pour un fou, jugeant son pari suicidaire. Mais Roman, il a plus de flair qu'eux, il sent qu'il peut profiter de l'éclatement progressif de l'Union soviétique, et donc de la libéralisation de l'économie. Il comprend très vite qu'il faut investir dans le pétrole, en achetant du pétrole bon marché chez des producteurs locaux, et en les revendant plus cher à l'étranger. Un business ultra lucratif, puisqu'il revend sa compagnie Sibnef en 2005 pour 13 milliards de dollars. Du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, ses oncles ont quand même changé d'avis. En février dernier, la fortune de leur neveu était estimée à 9,2 milliards de dollars, qu'en fait la 140e personne la plus riche au monde. Je rappelle qu'il a investi 200 balles à la base, c'est pas mal. Moed Altrad, c'est le seul français de ce classement, mais c'est pas n'importe lequel. Cette fois-ci, ce sont les fans de rugby qui doivent être contents, puisque en plus d'être dirigeant et fondateur du groupe Altrad, Moed il est aussi le président du Montpellier Hérault Rugby. Et lui, je peux te dire que rien ne le prédestinait à la carrière qu'il a eue. Non mais je te jure, rien que l'histoire de sa naissance fait froid dans le dos. D'origine syrienne, Moed est le fils d'un chef de tribu bédouine, et d'une femme qu'il avait agressée sexuellement. Enceinte, sa mère, elle est virée de la tribu, et puis elle doit accoucher toute seule dans le désert, en coupant le cordon ombilical de Moed avec ses propres dents. Bon appétit. Quelques mois plus tard, sa mère elle succombe et il se retrouve orphelin. Bon, heureusement, il est recueilli par sa grand-mère, mais bon, elle vit quand même dans la pauvreté, et lui, tout le destine à être berger. Et puis, comme il est bédouin, l'accès à l'école lui est interdit. Il apprend donc à lire en autodidacte. Et il finit par se lier d'amitié avec un instituteur qui reconnaît son intelligence et devient en quelque sorte son mentor. Grâce à ça, il peut passer son bac en candidat libre. Il est récompensé de tous ses efforts en obtenant une bourse pour étudier en France. Là, il débarque à Montpellier avec en tout et pour tout 200 francs en poche, c'est pas grand chose, et en plus, il connaît pas un mot de français. Mais ça l'empêche pas de décrocher quelques années plus tard un diplôme d'ingénieur et puis un doctorat en informatique. En 1985, il fonde le groupe Altrad, une entreprise spécialisée dans la production de matériel pour le bâtiment. Et puis 32 ans plus tard, son entreprise possède 140 filiales, emploie 7300 salariés dans 120 pays différents et engrange chaque année un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 milliards de dollars. Alors la prochaine fois que tu désespères un peu, que tu penses que le destin s'acharne contre toi, pense à Moed Altrad, un orphelin bédouin de Syrie qui est devenu en 2015 le premier français a décroché le prix mondial de l'entrepreneur de l'année en se hissant jusqu'à la présidence du premier groupe de BTP d'Europe. Mon pote, n'importe quel rêve est accessible. Si tu connais pas Puff Daddy alias Sean Combs, c'est que t'étais pas né dans les années 90, ou bien que t'aimes pas du tout le hip-hop. Puff Daddy c'est juste l'un des plus grands noms du hip-hop américain, comme interprète bien sûr, mais aussi comme producteur. Son label, Bad Boys Records, fondé en 1993, a lancé des stars comme Notorious Big par exemple. Et au départ, Sean il est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Non, il a vraiment dû se faire tout seul, un self-made man comme ils disent les Américains. Et dès le plus jeune âge, tu pouvais comprendre que ce gamin il allait pas se laisser faire par la prédétermination sociale. Ouais, parce que faut savoir qu'il est né en 69 dans les HLM de Harlem, un quartier de New York qui était encore très mal famé à l'époque. Pour te dire, son père il est mort dans une fusillade dans la rue alors que Sean n'avait que 2 ans. Du coup, il a dû bosser très rapidement pour aider sa mère financièrement. À même pas 12 ans, il trouve un moyen pour gagner de l'argent, livrer le journal à vélo. Bon, il est encore trop jeune pour avoir son itinéraire officiel, mais Sean il manque pas de ressources. Il trouve un moyen pour contourner la loi qui interdit aux enfants de travailler en se mettant d'accord avec des livreurs plus âgés. Le deal c'est qu'il prenait leurs itinéraires à eux et puis il leur refilait 50% des revenus. Non mais sérieux, le gars il était tellement chaud qu'il voulait bien bosser pour 2 fois moins. Il travaillait tellement qu'au bout de quelques temps, il parvenait à gagner jusqu'à 700 $ par semaine, rien qu'en livrant des journaux. Il faut le faire quand même. Et c'est grâce à tous ses efforts, jusqu'à ses 18 ans, que Sean parvient à avoir assez d'économies pour se lancer en 93 et financer ses propres albums. Aujourd'hui, Puff Daddy il a investi dans le textile, le parfum, la télévision, et il possède même un restaurant à Atlanta. Avec un patrimoine estimé à 325 millions de $, c'est l'un des self-made men les plus reconnus aux États-Unis, et on comprend facilement pourquoi. Après Oprah Winfrey, Zhang Yin est la 2e femme milliardaire de ce classement. Mais c'est à peu près leur seul point commun. Si Oprah est devenue riche grâce à la lumière des projecteurs, Zhang, elle a bâti son empire dans l'ombre. Elle, son truc, c'est pas la finance, ni le pétrole, ni le BTP, ni même les diamants ou je sais pas quoi. Son truc à elle, c'est le carton. Les boîtes en carton, plus précisément. Mais avant de t'expliquer son coup de génie, faut que tu comprennes un peu son enfance. Déjà, elle est née en 1957 dans une famille très pauvre. Son père avait été lieutenant de l'armée rouge, mais avait été condamné à 4 ans de
prison pour activisme politique. À cause de tout ça, Yin n'est jamais allée au collège, hein. Elle a commencé à travailler comme ouvrière à l'âge de 10 ans pour aider ses 2 parents et ses 7 frères et sœurs. Elle passe plusieurs années à enchaîner des petits boulots, en tant qu'ouvrière au début, et puis secrétaire, et puis comptable, grâce à un talent instinctif avec les chiffres et la gestion. Mais c'est en 85 que Zhang Yin va avoir une idée de génie qui l'amènera où elle est aujourd'hui. À ce moment-là, l'économie chinoise s'ouvre de plus en plus, et les exportations du pays croissent à un rythme endiablé. Et ben, Zhang, c'est la première à comprendre qu'un pays qui exporte de plus en plus, il va avoir besoin de carton. Ni une ni deux, elle engage toutes ses économies, 3800 $ à peu près, pour créer son entreprise de transformation de papier. Le principe est très simple, elle achète du papier aux Américains, elle le transforme en boîte en carton, et puis elle le revend aux exportateurs chinois, qui eux, renvoient le tout, bien souvent, aux Américains. En 2017, la Nine Dragons Paper Holdings est leader sur le marché chinois, tandis que sa fondatrice, Zhang Yin, pèse plus d'1 milliard de dollars, et se positionne comme la 24e fortune de Chine. Attention, alerte blague nulle, on peut dire qu'elle aura fait un carton avec son idée. Voilà, c'est tout pour moi, hein. Celle-là c'est dans la boîte, on enchaîne. C'est dans la boîte, hein, une blague dans une blague, blagueception, ok merci. Si t'as envie de gagner un max de thunes, t'as des tas de moyens pour y arriver. La preuve avec Guy Laliberté, qui est devenu milliardaire en jonglant et en crachant du feu. Bon, je caricature un peu, hein. Mais Guy, si tu le connais pas, c'est le fondateur du Cirque du Soleil, une des compagnies de cirque les plus connues au monde. Aujourd'hui, il en a revendu 90% des parts, pour un total de 1,8 milliard de dollars. Rien que ça. Mais faut savoir qu'avant de casser la baraque et de pouvoir se payer des manoirs un petit peu partout dans le monde, Guy, il en avait même pas une seule, hein, de baraque. Depuis ses 14 ans, Guy, il parcourait le Québec et l'Europe pour y faire des spectacles de rue. Du coup, en 84, quand il fonde le Cirque du Soleil avec Daniel Gauthier, Guy, il avait rien à perdre, hein. Et pour le coup, il a tout gagné. Avec une fortune personnelle estimée à 2,5 milliards de dollars, Guy, on comprend qu'il se fasse plaisir. En 2009, il s'est payé un voyage touristique dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale. C'était pas très cher, hein, 35 millions d'euros. Mais c'est dans le monde du poker, hein, qui fait surtout parler de lui. C'est un très grand fan du jeu, et en 2012, il a financé le tournoi le plus cher au monde. Un tournoi de malade mental où il fallait mettre 1 million de dollars sur la table pour participer. Le vainqueur, il est reparti avec 18 millions, hein, le plus gros gain de l'histoire du poker. Et grâce à ça, Guy Laliberté a récolté plus de 5 millions de dollars pour son association humanitaire, la One Drop Foundation. C'est ça qui est cool en fait avec ceux qui sont partis de rien. Ils peuvent tranquille se payer des voyages dans l'espace de temps en temps, mais ils n'oublient jamais l'importance de la solidarité. Bon, et justement, hein, puisqu'on parle de poker, je voulais vous parler de la chaîne de mon pote Yo Viral. Yo, comme il vous l'a dit, c'est un joueur de poker pro depuis des années. Moi, perso, pareil, hein, je suis passionné par ce jeu et ça fait presque 10 ans que je suis le circuit. Tu vois, quoi, tout ce qui se passe dans le monde du poker, quoi, les différents tournois, etc. Et je vois son pseudo depuis très longtemps maintenant. Et puis un jour en ligne, sur un petit tournoi à 1 euro, comme ça, je me suis retrouvé à jouer face à sa copine, alors qu'elle était en live sur Twitch. J'ai discuté un petit peu avec elle et bim, je suis rentré en contact avec un des mecs que j'admire dans, oui, une de mes énièmes passion, le poker. Bon, depuis on est devenus très potes et je suis d'autant plus ses péripéties qu'il s'éclate à les partager. Genre ouais, tous les dimanches, il Twitch tous les tournois qu'il joue en ligne. Et c'est pas des tournois à 1 euro comme moi, hein. Non, tous les dimanches, il joue pour au moins 5000 € de tournoi. Et il en gagne souvent en plus. Sur Twitch, on a pris 168 000, un Twitch français est le record du plus gros gain ever. J'y crois toujours pas, en fait, je réalise pas. Et justement, sur sa chaîne YouTube, il fait des super montages des meilleurs moments de ses sessions. En plus de donner plein de conseils de pro. Enfin bref, je sais que je le vends vachement bien, parce que oui, hein, déjà, c'est un très bon pote. Et en plus, son travail est juste génial. Donc hésite pas, hein, si tu kiffes le poker ou que tu veux t'y mettre, fonce t'abonner à sa chaîne. Je te jure, voir un pro jouer comme ça, et en plus, il donne tous ses conseils sur ses coups, c'est juste parfait pour progresser. Et puisqu'on parle de poker, avant de finir cette vidéo, je voulais juste faire un gros big up à mon pote Romain Nardin qui a fini 8ème au moment où je tourne cette vidéo du PSC de Monaco. C'est un énorme tournoi qui coûte 5000 €. Il est arrivé 8ème, c'est un truc de malade. Moi je l'ai suivi en live. Bravo Romain, je crois que tu as fait dans les 58 000 €. On se voit bientôt mec, faut vraiment que tu m'apprennes à jouer comme ça au poker. Bon et quant à nous, comme d'habitude, hein, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout laisser un énorme pouce bleu parce que c'est cool quand même les pouces bleus. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.